Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je vous remets ma tronche, ça faisait un petit moment, puis ça vous permet de rappeler quand même un peu de temps en temps qu'il y a un humain derrière les écrans. C'est vrai que dans la beauté de ces réseaux sociaux, on a un peu tendance à l'oublier, à se cacher derrière son petit écran. Bon, ceci dit, pas de culte de la personnalité, vous n'allez pas voir ma tronche bien longtemps. On va bien évidemment passer un bon moment sur les graphiques. Aujourd'hui, on va faire le point sur différents comportements psychologiques qui m'inquiètent un petit peu dans les marchés crypto. Différentes personnes qui s'accrochent un petit peu à leur narratif et comme je le fais de temps en temps, je me permets d'intervenir pour donner quelques conseils avisés qui ne sont pas des conseils en investissement, vous en faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Je vais juste essayer de façon donc pragmatique et toujours supportée par des statistiques de vous montrer deux, trois choses qui pourraient éventuellement chambouler certains biais. Comme d'habitude, si vous avez un biais, c'est très difficile de l'admettre, le corps humain n'aime pas. Il va lutter contre ces trucs-là. Donc si ce que je vous dis vous fait chier et vous dérange, c'est probablement le signe que vous êtes vous-même sous l'influence de ces biais. Donc comme d'hab, je vais essayer de les déconstruire de la façon la plus logique qui soit, c'est-à-dire d'y opposer des données. Maintenant, si ces données vous paraissent nanana, et que vous préférez vous raccrocher à vos petits sentiments personnels, ça vous regarde, c'est pas moi que ça va déranger. Voilà, donc ceci dit, je vais essayer de faire ça. Donc je vous dis, pure bienveillance. Après, vous avez le droit de pas être d'accord, de pas aimer, c'est pas grave. Chacun est comme il veut. Allez, c'est parti. Ok, donc comme d'hab, on va parler de nos cryptos, on va parler de la séparation bien prix et valeur, d'accord, très importante et je le redirai jamais assez. Il y a énormément de spéculation, c'est ce qui m'inquiète un petit peu d'ailleurs sur les UT un petit peu plus court terme et le positionnement spéculatif qu'on va mesurer par des graphiques pour montrer qu'encore une fois la distribution des bénéfices réalisés à court terme est assez peu durable et très révélatrice de biais spéculatifs assez visibles. D'un autre côté, on va mettre à jour ce qu'on avait fait il y a un bon moment, c'est-à-dire le rapport de A16Z. Je ne me souviens plus exactement il y a combien de temps la dernière fois qu'on a fait la mise à jour là-dessus, mais il y a de nouveaux points de données assez intéressants et très révélateurs, là encore pour ma part, d'asymétrie statistique qui pourrait être levée dans les prochains mois, mais qui pour l'instant témoigne clairement de spéculation outrageuse et de concentration des narratifs sur quelques points de données qui ne sont pas suivis par l'ensemble des métriques. Donc bref, on s'appuie là-dessus, donc vous avez le lien si vous voulez, A16Z, State of Crypto. Tout ça, on s'en fiche un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de regarder la data agglomérée, mais justement de regarder à l'intérieur des distributions de séries statistiques pour voir lesquelles pourraient confirmer ou infirmer différents biais. D'accord. Donc là encore, on est sur des durées qui sont très difficiles à manipuler. Sur ces durées-là, les points de données statistiques peuvent dévier de la réalité. Hein. Toutes les statistiques peuvent être manipulables, mais elles peuvent difficilement l'être durablement dans le temps. Et ça, c'est, comme on l'a dit, la garantie, ou en tout cas la sécurité que quelque chose de réel se produit, sachant que de toute façon, rien n'est immuable. On peut se tromper et il faut toujours l'accepter. Mais par contre, plus ça s'installe dans le temps et plus les structures sont construites d'une certaine façon, avec ces fameux plats, hauts, plats, au plat, d'accord. Là, il y a souvent, comme on dit, une structure d'installation de valeur qui a très peu de chances de se renverser. Par très peu de chances, ça ne veut pas dire zéro. Ça veut juste dire, là encore, l'asymétrie n'est pas de l'ordre de 50-50. Mais dans le bon sens, d'accord. C'est là, vous avez, entre guillemets, 70% de chances que ça se poursuive face à 30% de chances que ça se retourne. Et en réalité, il vaut mieux exploiter ces 70-30. C'est à l'inverse de j'y vais au doigt mouillé et j'ai 80% de chances de perdre. Hein, d'accord, il faut vraiment revenir là-dessus, c'est important. Bon, donc comme je l'ai dit, si on regarde dans l'ensemble, ici on pourrait dire globalement, c'est vrai que la recovery qu'on voit sur les marchés à court terme, hein, si je regarde ici par exemple le crypto total, on voit un peu cette forme de recovery qui suit pour l'instant effectivement plutôt cette courbe-là, c'est-à-dire après une forte appréciation 2020-2021, une forme de consolidation, puis aujourd'hui une reprise et on serait pratiquement en train de challenger les all-time high. Alors attention, première chose déjà, quand on challenge les all-time high, on l'a vu, ça s'est déjà produit ici aussi à l'époque, vous voyez que ça a mis déjà pratiquement un an derrière avant d'y aller. Donc attention encore une fois aux notions de timing, c'est pas parce qu'on challenge une résistance qu'on va passer tranquille comme s'il n'y avait rien. L'autre truc qui est très important, c'est bien, on l'avait dit à l'époque, de regarder à l'intérieur du rapport. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des déviances statistiques supportées par par plusieurs séries, d'accord, qui constituent cet indice. C'est-à-dire, si l'indice fait quelque chose, quelle est la participation globale des différents métriques qui composent cet indice.
Bon, première chose qu'on voit, côté active développeur, il n'y a rien de tout ça. On n'a pas de croissance ici. On est toujours dans cette forme de step sequence, c'est-à-dire des phases plates suivies d'une phase de croissance ici relativement linéaire, puis retour à une phase de platitude, croissance. Et là, on a même une forme de légère décroissance. Bon, il n'y a rien de bien méchant encore une fois, hein. Mais ici, on va voir, on s'attend toujours, tant que les creux sont ascendants, à une forme donc d'ici de stabilisation avant de reprendre une phase ascendante. Ce qu'on voit effectivement, c'est que les rythmes de croissance s'accélèrent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on entre en phase de croissance, la croissance est plus rapide que la phase précédente. Synonyme de rythme d'adoption compoundé, c'est-à-dire on fait écho à ces modèles-là, hein, c'est-à-dire les modèles d'adoption où on a croissance du rythme de croissance jusqu'à atteindre le plafond du rythme de croissance et intervient généralement la moitié de l'adoption. C'est-à-dire, on rappelle, si on considère ça comme ce qu'on appelle la TAM, Total Addressable Market Share, donc en français ça fait la part de marché maximale, visable et atteignable, on en atteint 50% au moment où généralement on atteint le rythme de croissance le plus fort. Ça se produit par différents cycles, d'accord, où un premier cycle est relativement lent, le deuxième a une croissance plus poussée, et le troisième est un petit peu plus long, et c'est là que le rythme de croissance, hein, est le plus élevé sur l'échelle du rate of change, d'accord? C'est-à-dire c'est ici qu'on va avoir le plus grand nombre d'utilisateurs arriver, et c'est là que le rythme de croissance sera le plus rapide, avant de trouver évidemment un plan fond qui après derrière décroît sur la part restante des 50% qui arrivera derrière, la late majority suivie des laggards, ok? Bon, je ne reviens pas sur ce modèle-là, normalement celui-là vous le connaissez. Là encore, il s'agit d'un modèle statistique. Ça veut dire, ça ne permet pas de prédire ce qui va exactement se passer pour les cryptos, ça permet juste de dire que ce modèle est totalement hors crypto. Il a été appliqué à différents types de modèles de croissance et d'adoption, dans différents secteurs. Bref, il a été appliqué et justifié comme étant statistiquement viable sur un très large panel de tests. Donc là, encore une fois, ça ne garantit pas que ça va marcher sur les cryptos, mais c'est encore mieux que d'y aller au doigt mouillé. Bon, si on continue ici, on voit bien donc ces fameuses step sequence, ces phases d'adoption, et on voit bien que pour l'instant, on en a eu deux, donc je dirais la phase de croissance des innovateurs, et derrière la phase de croissance, enfin des tech enthousiastes, et la phase de croissance des visionaries. Donc très clairement ici, tente à soutenir la thèse que la prochaine phase de croissance des cryptos sera celle des pragmatistes. Donc comme on l'a dit ici, la psychologie n'est pas la même, les pragmatistes ne sont pas des traders spéculatifs qui voient le futur et qui l'achètent avant les autres, d'accord? Ce ne sont pas des gens qui anticipent des thèses comme on a pu le voir en 2021, où, entre guillemets, on sait que l'adoption des institutionnels est inévitable, donc allons-y tout de suite, hein. Bon, comme on l'a dit, c'est très compliqué. On a vu la rétrospective de tout ça, c'est-à-dire ils y sont allés à grands coups d'effet de levier, pour ne pas parler des FTX, qui ont tradé avec l'argent des autres derrière. Donc là, clairement, ce qu'on a vu, c'est que cette anticipation de bénéfices futurs et de futures adoptions, elle s'est soldée par une forme de crash spéculatif, des liquidations en cascade derrière, et concrètement, on est revenu à la valeur. Cette valeur, cependant, elle continue de monter, hein. Il s'agit bien de dire que malgré la hausse de 2021 et l'effondrement spéculatif, on maintient toujours une direction haussière, toujours au-dessus de moyenne ascendante, des creux sommets ascendants, bref, comme on l'a dit, là encore, adoption compoundée. Donc il s'agit bien de dire que par rapport à l'application de ces modèles et la composition de ce crypto total, donc c'est quand même encore une fois près de 70% de Bitcoin et d'Ether, il y a de la valeur là-dedans. Là, on n'est pas sur des points de données statistiques random, il y a une construction logique, durable, qui sous-tend complètement le fait qu'il y a de la valeur là-dessous et que ceux qui s'y opposent, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils tradent contre les statistiques, hein. Ceux qui vous disent encore que tous ces trucs-là vont à zéro et que ça vaut rien, plus le temps passe, plus concrètement ils passent pour des imbéciles. Et je pense que c'est une tendance qui a peu de chances de s'inverser. Donc faisons attention. Maintenant, ça ne veut pas dire que la crypto c'est génial et que les 40 000 autres tokens qui servent probablement à rien, eux ont de la valeur. Non, attention, on n'extrapole pas les choses. D'accord? Donc les tokens qui ont de la durée, on va dire au moins 2 à 3 ans d'existence aujourd'hui, ont pour la plupart déjà prouvé une part de leur légitimité par l'épreuve du temps. Si au bout de 3-4 ans, vous avez une blockchain qui commence à tendre vers la profitabilité, c'est très bien. C'est probablement les candidats que vont rechercher les pragmatistes. Si par contre vous pensez que les pragmatistes sont des gens qui vont anticiper les narratifs futurs, comme je vois en ce moment le gaming, le machin, le restaking, tout ça, ça va être génial, ça va être le turfu, allons-y, empilons-nous comme des débiles, ça vaudra des centaines de milliards de dollars, puisque de toute façon, on l'a déjà fait en 2021, d'envoyer des machins n'importe comment. Non, encore une fois, c'est pas les mêmes adoptions, c'est pas les mêmes personnes qui arrivent. Si vous pensez que vous pouvez anticiper ces gars-là en allant acheter des shitcoins, vous comprenez juste pas qu'ils vont pas y aller sur vos shitcoins. C'est la première des choses. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est que ces métriques-là ne sous-tendent pas du tout le fait qu'on est au démarrage d'un nouveau cycle. Sinon, je devrais voir le nombre d'actifs développeurs en train de challenger déjà les all-time highs. Or, ce n'est pas le cas. Et ce qu'on va voir, c'est que plus on creuse, plus on diverge de ce scénario-là.
Regardez, le nombre de développeurs intéressés, pareil, on voit bien les step sequence, signe que clairement la suite, c'est qu'on finira par sortir de ça par le haut, avec un rythme de croissance encore plus fort que les phases précédentes. Mais par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est en train de se produire maintenant. Ça ne se produit pas pour l'instant. On n'a pas les points de données statistiques qui ne serait-ce que challenge le point au précédent. Et challenger le point au précédent ne garantit pas de l'extrapolation en sortie derrière. Il faudra plusieurs points de données. Donc pour ma part, je dirais à l'heure actuelle, les derniers points de données que nous collectons ici sont en novembre. Moi, je pense qu'il faudra attendre mars pour être pratiquement géré sur le risque que clairement c'est en train de se passer et que c'est pas juste du flanc vendu par des gens un peu trop pressés. Le nombre de contract deployers, ici on a eu un point de départ ici en octobre, mais on voit bien que c'est une anomalie statistique, c'est très vite corrigé par le mois précédent, par le mois suivant. Donc là, attention, on fait attention à ça, ça semble plus ici une anomalie qu'autre chose. Verified Smart Contract, on est en contraction ici depuis un bon moment, malgré le fait que, comme je vous l'ai dit, même depuis la contraction du marché, d'accord, le nombre de smart contrats vérifiés, d'accord, reste en croissance clairement. Donc, comme on l'a dit, c'était un bear market artificiel, probablement dû à des effets de valorisation, mais la croissance de l'activité réelle de déploiement sur ces chaînes était toujours en croissance constante. Et ça, c'était hyper important. Donc, je pense qu'ici, on a peut-être ce qui pourrait témoigner de la phase finale de consolidation avant la réaccélération, puisque rappelez-vous, on doit voir croissance du rythme de croissance. C'est-à-dire qu'ici, on doit donc accélérer plus vite que la ligne de tendance récente. On doit accélérer. Je pense que c'est la suite et que la consolidation qui est ici marque des points de maturité avancés, mais pour l'instant, je veux voir des points qui remontent, pas l'inverse. Donc pour l'instant, désolé, ici, ça contredit même ce qu'on a, puisque je vous rappelle, sur le composite, on a quelque chose qui monte, d'accord, depuis particulièrement les 3 derniers mois. Or ici, c'est l'inverse. Les 3 derniers mois sont tous en consolidation. C'est très inquiétant. C'est la même chose sur le nombre de librairies déployées, consolidation sur les derniers mois, et pareil, ça sous-tend qu'on aura un redémarrage ici avec un rythme de croissance supérieur. Si on est bien dans la consolidation et la poursuite des modèles, cette consolidation peut durer un certain moment, comme vous pouvez le voir. On finira par sortir et réaccélérer, mais pour l'instant, c'est 3 mois de consolidation ici, en contradiction totale avec ce qu'on a vu. Donc attention, la croissance se poursuit, elle finira par réaccélérer, mais le timing de cette accélération semble plus que compromis quand on regarde les points de données récents. Pareil pour les publications académiques, contraction sur les derniers mois en contradiction totale avec ce qu'on voit. Donc, il y a un vrai problème. On voit bien par contre qu'il y a des durées statistiques ici et des points de données qui sous-tendent clairement des cyclicités, des répétitions de phases qui laissent clairement à penser que les creux sommets sont ascendants et qu'ils le poursuivront dans l'avenir, sans donner une temporalité nécessaire et encore moins 100% de chances que ça se produise. Mais tant que c'est pas invalidé, ça a très peu de chances, encore une fois, c'est pas la chose la plus probable. La chose la plus probable, c'est que cette tendance, pour l'instant, se poursuivra tant qu'elle n'est pas remise en question. Ça, c'est très très intéressant. C'est pour moi, là, on passe donc dans les métriques d'adoption, d'accord? C'est là où on doit voir les fameuses tendances qui soutiennent notre modèle, ok? Là, clairement, on voit bien des choses très intéressantes. On voit bien que le nombre d'active addresses est en croissance constante. Là encore, on doit avoir une forme d'accélération sur le cycle prochain, d'accord? Mais pour l'instant, on voit bien que malgré les consolidations de 2021, l'adoption est toujours en poursuite sur ce métrique. La tendance est indéniable en termes de nombre de wallets. Et c'est là qu'on retrouve les extrapolations de nos 3 derniers mois, principalement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul métrique ici que vous avez, on va voir les autres derrière, qui est en forte croissance sur les 3 derniers mois. Le nombre de transactions, qui là fait de nouveaux plus hauts historiques en plus. Donc là, on pourrait se dire, ça y est, c'est parti. En termes de nombre de transactions, let's go. Sauf qu'en 2021, tous les métriques étaient en train de rompre les plus hauts. Là, ce n'est pas le cas. Là, en fait, il n'y a que les transactions. On l'a vu, certains autres métriques sont même en consolidation directe et en contradiction avec ça. Donc, il y a un seul métrique qui monte, le nombre de transactions. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que les FI, c'est-à-dire en soi, on a beaucoup de transactions qui sont réalisées, mais on est très très loin des sommets historiques en termes de frais dépensés. Et ça m'inquiète un peu. Parce que ça sous-tend évidemment le fait que toutes ces transactions sont générées à très faible coût. Et ça peut être synonyme de manipulation. Des transactions à très faible coût, souvent lancées sur des blockchains qui, on l'a dit, n'ont pas vraiment de valeur, vont mourir plus tard, sont des activités incentivisées. C'est-à-dire concrètement, on subventionne ces transactions quand on ne parle pas tout simplement de les créer ex nihilo. Et là, pour ma part, ça fait pas mal de problèmes. C'est de dire que s'il y a un métrique qui peut être facilement manipulé, c'est celui-là. C'est aussi un métrique très sensible. Je me demande si on n'est pas en train de fabriquer ce narratif, de complètement par le manque de dopamine de tous ces gens visionnaires qui se sont un peu plantés en 2021 et qui aimeraient bien aujourd'hui que ça redémarre, mais sachant que ce qu'on a en face de nous dit que les gens qui arrivent ne vont pas du tout
faire les mêmes erreurs que ceux qui... Enfin, faire les mêmes erreurs, avoir les mêmes types d'approches stratégiques et de gestion du risque que ces visionnaires qui, eux, se disent « Moi, je l'ai fait en 2021, je me suis fait avoir, mais maintenant, j'ai compris. Donc, je ne me planterai pas sur ce cycle. » Et je pense que ces gens-là vont se planter, en fait, parce que ce n'est pas du tout la même chose qui va se reproduire, loin de là même d'ailleurs. Ces gens-là qui vont chercher loin dans la courbe du risque à acheter des shitcoins, pas sûr que ce soit le délire des pragmatistes. Hein. Enfin bref, revenons là-dessus. Donc, ça m'inquiète pour l'instant. Même si là encore le métrique tente à suivre, on est sur 3 mois de hausse, on n'a pas cassé la moindre résistance, on est très loin ici de casser le range précédent. Je suis très très en contradiction avec ce que je vois. Ça m'inquiète un peu. Surtout pareil, je vois rien en croissance sur les mobile wallets. Les DEX volume pareil, 3 mois de croissance, c'est bien, mais là encore on ne casse pas la moindre résistance, on est dans la médiane des ranges précédents. Je pense encore une fois que certains biais spéculatifs sont peut-être un peu prématurés, présumant de l'apparence inévitable de tendance à venir, alors qu'en soi, quelques points de données sous-tendent ce truc-là, particulièrement le nombre de transactions. Le reste n'est pas du tout en croissance, on est toujours dans les mêmes ranges, et attention au faux départ. Je pense clairement que ça se compte en quelques mois avant d'avoir un redémarrage, mais ceux qui parient à court terme l'inévitabilité du breakout dans les mois qui viennent, ça me paraît compliqué. Si on parle de trimestre, peut-être 1 an de plus, ça ne me gênerait absolument pas personnellement. Sur ces durées en cours, on voit clairement que ça peut tout à fait être probable. Ce qui me gêne en revanche, c'est que les métriques d'adoption qui pourraient soutenir ce truc-là, soit ne concernent qu'un seul des métriques, les transactions. C'est très peu soutenu par les autres, c'est très très peu soutenu en plus par la croissance fondamentale d'adoption, etc., dont on ne voit pas de réaccélération sur les rythmes ici. On est toujours, pour ma part, dans le statu quo du cycle précédent, c'est-à-dire 2021, sa croissance, sa consolidation, et en attente de démarrage du prochain cycle. Et bien évidemment, on l'a dit, d'un point de vue statistique, il faut présumer de ce prochain cycle, mais jouer sur les effets de timing, c'est-à-dire à court terme aller acheter des shitcoins dans des narratifs de comme 2021, de toute façon, je peux acheter n'importe quoi, je trouverai toujours un débile pour acheter derrière, et il y aura toujours des gens plus bêtes que moi pour acheter ce truc-là derrière. Je vais terminer ce narratif de façon très importante, d'accord? Ce qu'on a vu ici ne le sous-tend pas. Pour moi, il y a bien 2 mondes. Il y a le monde de la valeur, avec des projets installés qui font des bénéfices, qui font des profits, qui tendent vers des profitabilités avec des revenus flow assez caractéristiques et des points de données sur ces revenus flow qui commencent aujourd'hui à devenir statistiquement viables. En revanche, je vois de l'autre côté des choses qui me posent un petit peu plus problème, c'est-à-dire, comme je vous dis, des narratifs de croissance future hypothétique basés sur des revenus chers qui sont souvent complètement extrapolés, de la répétition de ces modèles de toute façon, en 2021, on s'est fait avoir par les VC, mais cette fois, j'ai compris comment ça fonctionne. Je vais acheter avant les VC ou je vais moi-même devenir VC. Ça me paraît très très compliqué. Je vous l'ai dit, je ne pense pas nécessairement qu'on va réinventer une nouvelle sauce. Une très large partie des acteurs qui vont être adoptés par les pragmatistes sont des actifs qui ont déjà des points de données existants. Donc pour la plupart, ils ont déjà 2 ou 3 ans d'existence, des points de données qui supplantent la création de valeur et qui doit la soutenir. Cette création de valeur, si elle n'est pas encore profitable aujourd'hui, elle doit l'être dans les prochaines années parce que ces pragmatistes vont soutenir des actifs qui génèrent des profits, pas juste des fantasmes futuristes, même si bien évidemment, parmi la classe des nouveaux adopteurs, il y aura évidemment des gens qui vont quand même aller chercher des rendements un peu plus risqués. Mais attention, encore une fois, les niveaux de valorisation qu'il y a aujourd'hui sur certains shitcoins, et ça se voit très très vite. Je veux dire, quand vous regardez la courbe de distribution des bénéfices sur simplement 1 an, 1700% d'un truc qui n'existait pas du tout il y a 1 an, qui ne faisait pas du tout de profit il y a 1 an, qui n'en fait pas plus aujourd'hui d'ailleurs, c'est très très dangereux. En fait, c'est très inquiétant, c'est natif de dire attention à des niveaux de valorisation complètement stratosphériques qui ne sont pas en lien avec l'adoption de ces blockchains, quand il s'agit de blockchain ou de protocoles, vraiment de faire attention. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est que je reçois souvent des critiques en ce moment, ou en tout cas des retours, pour dire c'est quand même bizarre ce délire, pourquoi les fameux tokens value, ceux qui seraient normalement recherchés par les pragmatistes, pourquoi ce sont ceux qui sous-performent? Eh bien, je voulais y apporter la donnée qui, pour ma part, l'explique le mieux. Les active value ne montent pas parce qu'en réalité, pour ma part, tout ce qui se produit pour l'instant, par rapport à des points de données durables et reliable, je ne vois rien de tout ça. La croissance qu'on me vend, du démarrage du cycle, etc., non. Pour ma part, la fin du bear, oui, c'est plus ou moins évident, et on l'a vu, les métriques de valorisation touchées mi-2022 ou fin 2022, clairement montrent qu'on était allé chercher un bottom en excès, de sous-valorisation critique d'actifs qui pour autant avaient de la valeur. Je rappelle, Bitcoin et Ethereum en 2022, les différents bottoms, montraient clairement qu'on sous-valorisait des actifs dont les tendances haussières de long terme n'étaient pas à remettre en question.
Bon, donc voilà, à partir de là, certains projets qui étaient nés en 2021 se sont fait démonter aussi, les Solana, Avalanche, etc. Certains pour de bonnes raisons, d'autres non. Certains se relèveront, d'autres non. Mais encore une fois, attention à ne pas tout mélanger. Ok? Les points bas techniques ont bien été faits en 2022-2023, mais l'adoption qui permettra le franchissement éventuel de nouveaux ATH et le vrai démarrage officiel d'un futur cycle hypothétique, mais statistiquement plus probable que l'inverse, c'est pas nécessairement tout de suite. Pire, les métriques qui le supplanteraient ne sont pas là. En 2021, on avait ces métriques qui étaient déjà dans les hauts de range et qui a montré des signes d'accélération. On n'a rien de tout ça aujourd'hui. Je pense qu'on est encore à plusieurs mois de voir réellement les métriques fondamentaux soutenir les fameux asset value dont vous trouvez qu'ils sous-performent le marché. Moi, la question que je vous pose, c'est cette sous-performance est-elle légitime ou est-elle illégitime? Dans ce cas-là, ces actifs n'ont peut-être pas la valeur qu'on leur octroie. Peut-être qu'en soi, la valeur se trouve dans les actifs spéculatifs qui ont monté de ouf ces derniers mois. Moi, j'ai plutôt tendance à vous dire, posez-vous la question inverse. Est-ce qu'au final, on n'est peut-être pas monté pour de très mauvaises raisons sur les actifs spéculatifs? J'entends bien, encore une fois, Bitcoin et Ethereum n'ont pas approuvé leur valeur. Ils ont été démontés. Ils sont juste revenus à la médiane. Ils ont fait ce qui est le plus logique. Ils vont construire un range dans lequel, aujourd'hui, on traite des niveaux de valorisation franchement médian. Donc, c'est ni bon ni mauvais, c'est un prix très moyen pour trader ces actifs. C'est peut-être un peu tard pour ceux qui voulaient acheter pas cher. C'est le prix moyen. Ça se paye, en fait, Bitcoin au prix actuel. Ça peut se payer, mais dans un horizon de long terme. C'est-à-dire, vous prévoyez ce futur cycle, qui est encore une fois, on l'a dit, statistiquement plus probable que l'inverse, mais dont la temporalité ne peut en aucun cas être garantie. Pire, pour l'instant, rien n'indique que vous êtes à la bourre. Tout indique au contraire qu'on va peut-être même devoir attendre que des points de données supplantent éventuellement le franchissement de ces zones pour aller chercher à terme de la price discovery et des all-time high. Pour l'instant, les métriques fondamentaux ne montrent rien si ce n'est l'inverse de ce qui est pour ma part fabriqué artificiellement à court terme avec des transactions à bas coût. Attention à ces délires. Ça me paraît peut-être factice et si tel est le cas, le retour de bâton va être brutal. Je ne dis pas que c'est de la fausse information. Je dis juste qu'il faut le prendre en compte. Il n'y a pour l'instant qu'un seul métrique de façon isolée qui tente à supplanter le démarrage prochain de ce bull market. Si les autres métriques suivent, alors je suivrai définitivement ce narratif, puisque de toute façon, moi j'ai acheté les bottoms de 2022 et je m'y tiens. Mais par contre, attention à ceux qui rentrent dans les narratifs. Je me trompe peut-être, au final, il faut acheter des Solana, des machins, des bidules, parce que, a priori, c'est ce que font les autres personnes. Ça, je vous le rappelle, c'est typique de la psychologie des visionnaires. Des gens qui anticipent les besoins des autres et qui achètent en anticipation. Ça, c'est ce qu'ont fait beaucoup de gens. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent encore, qu'ils vont être capables de prévoir les futures demandes des futurs arrivants. Je vous le dis, vous vous plantez probablement parce que le marché aujourd'hui a quitté l'early market. Le mainstream market, c'est l'adoption de marchés existants. Il y a toujours de l'innovation et de la nouveauté, mais elle est minoritaire. Je pense qu'une très large partie des capitaux qui vont s'octroyer maintenant dans la crypto iront chercher des projets existants, pragmatiques, avec des revenus streams clairs et visibles et des données on-chain, pas juste des transactions fictives incentivisées à grands coups de tokens qui à terme se dévaluent plus qu'autre chose parce qu'ils travaillent à perte. Et plus le temps passe avec un projet qui travaille à perte, plus l'argent disparaît. Il faut que vous compreniez ça. La finalité de ces actifs spéculatifs qui brûlent du cash, s'ils n'arrivent pas à tendre vers la profitabilité, c'est ticking time bomb. Plus ces trucs-là passent du temps, plus ils se dirigent vers l'inévitable futur, ils vont partir dans les 80% de perdants. D'accord ? Ceux qui, de toute façon, ne peuvent pas jouer contre la montre durablement. Ils vont finir dans cette catégorie de perdants, ils y vont avec une certitude. La seule hypothèse au milieu, c'est combien de temps les sépare de ce futur. C'est une réalité, encore une fois, statistique. Vous le savez. Maintenant, beaucoup de personnes préfèrent se dire « Oui, ok, c'est sûr, l'avenir, c'est plutôt ça, ça va effectivement mourir, mais je serai capable de sortir avant. Parce que je suis plus malin,
parce que je suis un visionnaire, parce que je suis aujourd'hui capable d'acheter avant les autres et que je saurai sortir. Cette fois, je ne me ferai pas avoir comme en 2021, j'ai compris la leçon. Quand ça montera et que ça franchira les ATH, je prendrai des profits. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a pas mal de chances que vos tokens n'y aillent même pas en ATH. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, des RB, des trucs comme ça, c'est carrément de la manipulation, c'est d'une évidence flagrante. Et je vous ai averti des dangers de ces actifs complètement manipulés, et encore une fois, j'avais raison. Donc, on fait attention à tous ces trucs-là. Pour ma part, il y a une construction purement spéculative de court terme qui n'est visible que sur certains métriques assez facilement manipulables. Ces métriques ne sont pas nécessairement les seuls. On commence à voir des points d'amélioration sur d'autres choses, mais les plus solides des fondamentaux qui sont très difficiles à casser, eux, ne montrent rien. Voire pour certains, l'inverse. Ils sont en consolidation depuis des mois. Attention encore une fois à ces choses-là. Pour moi, tout doit monter pour supplanter un vrai redémarrage de l'adoption. Pas juste le nombre de transactions à faire des inscriptions ordinales à droite à gauche ou des conneries de trucs qui n'ont pas beaucoup de valeur. Donc on fait gaffe. Je suis très prudent pour ma part sur la phase actuelle, étant donné qu'on est sur des prix médians. Je pense que ce n'est pas le moment de se presser à la porte de sortie sur les actifs de valeur. Le fait que vos actifs value sous-performent pourrait tout à fait en soi être expliqué par le fait que le marché en réel n'est pas du tout haussier et que c'est pas parce que nos fameux innovateurs de 2021 en manque de spéculation tentent de répéter encore le même délire, c'est-à-dire je vais acheter tous les narratifs, j'achète des machins, je fais vite fait des recherches, mais de toute façon, c'est comme d'hab, les gens vont tout acheter derrière et ça va tout pumper. Encore une fois, vous êtes dans un entre-soi très dangereux. Vous êtes en soi en train de faire ce que les personnes qui étaient aussi là en 2021 faisaient à l'époque plus ou moins bien et pensent aujourd'hui, vous pensez tous être plus malins que les autres et que les autres vont être plus bêtes et vont tomber dans les mêmes panneaux que vous en 2021. Je vous le redirai jamais assez. Peut-être qu'une minime partie des gens vont faire ça, aller acheter des trucs sans valeur pour vous permettre de sortir. Je pense sinon que vous allez vous retrouver très seul, entre vous, dans vos guildes de gens qui vous laissent à penser que mais c'est pas grave s'il n'y a pas encore de profit tout de suite, ça viendra plus tard. C'est pas grave, regarde si on fait des incentives à droite à gauche pour qu'on génère des transactions fictives et qu'en fait on dépense plus que les revenus réels qui sont accumulés. Tout ça, non, on s'en fout, puisque de toute façon, on trouvera bien des cons pour vendre à la fin. Non, je ne suis pas sûr du tout. Puisque je l'ai dit, non seulement la prochaine classe de gens qui arrivent, ils sont tous sauf cons, ce sont des pragmatiques, ce ne sont pas des visionnaires qui achètent un narratif. Donc je ne pense pas que le trading de narratif, ce soit la bonne chose à faire. Pire, je pense que c'est la plus grosse connerie à faire, quand à côté de ça, on a eu des rebonds significatifs sur des assets dont la valeur n'est plus approuvée. Donc vraiment attention. Pire, je pense que les assets value qui sous-performent, c'est le plus gros piège actuellement au final, les AV, Uni, machin, ces trucs qui font des profits réels, au final, peut-être que c'est pas là qu'il faut aller. Peut-être qu'en fait, il faut continuer de jouer la croissance perpétuelle de la perte. Enfin, la croissance de l'adoption, mais avec un revenu à perte. Non, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ce soit ça le futur. Le futur des pragmatistes, c'est que ces gens-là, ils vont probablement acheter des trucs qui font des profits ou qui tendent vers une profitabilité qui n'est pas hypothétique dans les 10 prochaines années, mais qui est beaucoup plus dans le présent et dans la réalité. Et si je ne me plante pas et que vous vous plantez, vous êtes dans des Ponzi. Ça veut dire que vous avez tous acheté des trucs qui n'ont pas de valeur. Vous pensez qu'il y a des gens qui vont venir pour apporter la valeur qui manque afin que vous puissiez revendre et encaisser vos beaux profits. La réalité, c'est qu'on sait par contre que ce sont des effets moutonniers. C'est-à-dire tout le monde a acheté ce truc-là sans vraiment savoir combien ça valait, ni ce que ça pourrait réellement valoir un jour. C'est juste des narratifs. Et à partir de là, ça monte parce que tout le monde a acheté en même temps, en essayant tous d'être le plus rapide, c'est-à-dire en essayant d'être avant les autres. Là, on voit que ça commence à plafonner, d'accord ? Ça veut dire que le capital entrant, il est très faible. La plupart de ces tokens spéculatifs commencent déjà à ranger sur les UT un peu plus court terme. Signe que déjà la progression s'arrête. Le problème, c'est que si tout le monde maintenant arrive à se dire « Bon, ok, ça monte plus, je prends les profits », qui va acheter ? Qui va venir apporter l'argent pour que vous puissiez sortir vos trucs qui n'ont aucune valeur ? Il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de buyback, il n'y a rien du tout. Donc ce truc-là, encore une fois, c'est des schémas de Ponzi. Vous n'arriverez à sortir que si vous sortez avant que tout le monde le fasse. Attention aux effets moutonniers. Beaucoup de gens sont rentrés parce que d'autres rentraient ou parce qu'ils pensaient que les autres allaient rentrer, ils ont anticipé machin. Si c'est monté, tant mieux, mais attendez pas que ça baisse. Parce que quand ça va baisser, c'est que tout le monde va faire la même chose derrière dans l'autre sens. Si pire, je vous l'ai dit, les métriques d'adoption montrent qu'on est encore à 6-8 mois d'un potentiel réel démarrage sur des métriques fondamentaux soutenant de la valeur réelle cette fois, ça veut dire que pendant 6 mois, il va falloir tenir des niveaux de valorisation stratosphériquement débiles. Je ne suis pas certain que ça tienne. Voilà. Encore une fois, 6 mois, c'est très long. Et en 6 mois, le délire de l'enfermement
qu'on peut avoir sur certains réseaux où concrètement ça frise l'endoctrinement, euh, tant il y a très peu de gens qui sont sur ces écosystèmes et qui se branlent tous entre eux, il faut vraiment faire attention. D'accord? Là, ces effets moutonniers peuvent être non seulement très dangereux, et le réveil sera brutal. Ces gens-là, je préfère être franc avec vous, vous prenez un risque considérable. Ne pas encaisser parce que de toute façon, vous avez réussi à front-run l'adoption. Cette fois, je suis bon. C'est comme en 2021, si j'avais vendu avant, je me serais mordu les doigts. J'aurais pu faire 50x, etc. Je pense que vous vous plantez, mais vénère. Voilà. Donc faites attention à ne pas reproduire les conneries de 2021. C'est la leçon du jour. On l'avait déjà dit, mais là, clairement, les métriques fondamentaux sous-tendent le fait que c'est très spéculatif à court terme. Attention à ces fameuses bulles. Il y en a clairement beaucoup, elles sont très visibles, je ne vais pas les renommer, faites gaffe. Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Ciao, ciao!